Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des théories de l'habituation, des théories explicatives de l'habituation. Donc cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux étudiants de Psy 3503. Alors je vais vous parler de la théorie du double processus, de la théorie du comparateur et de la théorie du fonctionnement cognitif automatisé. Alors, pardon. La première théorie, c'est la théorie du double processus ou la théorie de Thomson. C'est une théorie qui a été beaucoup développée par les gens qui travaillent avec la physique, qui travaillent donc en neurosciences sur des organismes relativement simples. Donc, dans cette théorie, le principe est que tout stimulus va entraîner une réponse. Donc, on reprend le schéma stimulus-réponse, mais le, les réseaux sous-jacents entre le stimulus et la réponse sont relativement simples. Donc, on a une augmentation de l'activité sur le système sensoriel qui, via des synapses, va produire une augmentation de l'activité dans le système moteur pour occasionner la réponse. Euh, euh, à partir du moment où la stimulation est nouvelle, la propension à répondre va être augmentée parce que le stimulus va être pleinement et complètement pris en compte par le système sensoriel. Au fur et à mesure des présentations, il va y avoir des modifications au niveau de la synapse, modifications qui vont faire que la réactivité du système moteur va être amoindrie, voire complètement inhibée. Donc, ça, c'est le principe de fonctionnement. Comment ils expliquent ou comment ils émettent leurs hypothèses sur le fonctionnement. Ils parlent donc du double processus que sont la sensibilisation et l'habituation. Et selon eux, la réponse observée d'habituation serait l'amalgame, serait la sommation finalement de ces deux processus, qui sont des processus totalement indépendants, mais qui agissent conjointement pour former la réponse d'habituation. Alors, avec un schéma, ça va peut-être aider un peu les choses. Donc, on a ce schéma que j'ai repris dans Vétopsy, mais qui vient du livre de Doré Mercier. On voit ici qu'on a un stimulus qui a une importance, une amplitude assez forte dans l'environnement et qui produit une bonne sensibilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le stimulus apparaît dans l'environnement, la réactivité de l'animal par la sensibilisation ou de l'organisme va augmenter puis se stabiliser. Donc ça, c'est typiquement le processus de sensibilisation. Maintenant, en même temps que le processus de sensibilisation se met en place, on a un processus d'habituation où à ce moment-là, la réactivité va tendre à baisser au fur et à mesure des répétitions ou même sur la longueur de la répétition, sur la longueur de la présentation du stimulus. Et la réponse finalement d'habituation, c'est ce que l'on obtient en faisant la sommation de la courbe de sensibilisation et d'habituation. Et la réponse d'habituation se trouve ici selon des points qui ont été reliés. Dans un autre cas de figure, on peut avoir un stimulus qui est beaucoup moins prégnant dans l'environnement, un stimulus plus faible, qui a moins d'importance. À ce moment-là, on voit que la réponse de sensibilisation, elle existe, mais elle est extrêmement faible. Par contre, la réponse d'habituation, elle est beaucoup plus forte. Et forcément, la conjonction de la sensibilisation et de l'habituation va entraîner une courbe beaucoup plus nette d'habituation, et ce, dès le départ. Mais même si l'observation de ce comportement-là nous ferait dire qu'il n'y a que de l'habituation, c'est quand même la somme de la sensibilisation et de l'habituation. La deuxième théorie est la théorie du comparateur ou la théorie de Sokolov, reprend un petit peu le même type d'informations que la précédente. Donc, il y a un stimulus qui va entraîner une réponse, etc. Mais la nouveauté, si j'ose dire, de cette théorie, c'est que Sokolov va impliquer des instances supérieures. Sokolov va parler plus à un niveau cognitif. Il va parler de mémoire, il va parler de conceptualisation au niveau interne. Donc, il va amener des choses qui vont être très séduisantes
pour pouvoir utiliser cette théorie sur des organismes beaucoup plus complexes que la plisie, et notamment chez les mammifères. Alors, son comparateur va permettre de voir si le stimulus est réellement nouveau ou s'il ne l'est pas tant que ça et s'il a déjà été conceptualisé, s'il a déjà été mis en mémoire chez l'organisme. Alors, on peut voir un petit peu la théorie de cette façon-là. Donc, il y a toujours un stimulus dans l'environnement qui est capté par le registre sensoriel. Ça ne changera jamais. Il faut une porte d'entrée de l'information. Donc, quand le stimulus, après être passé par le registre sensoriel, arrive au niveau des instances plus hautes dans le cerveau, il serait soumis à un comparateur. Alors, pour lui, le comparateur serait le système limbique ou l'hippocampe. Donc, les régions para-hippocampiques, hippocampiques. Donc, quel serait le rôle du comparateur selon Sokolov? Le comparateur, son rôle serait de comparer, belle la palissade. Donc, le comparateur permettrait de déterminer si le stimulus est nouveau ou pas. Comment il ferait ça? Il regarde le stimulus. S'il n'y a pas d'information en mémoire, à ce moment-là, il n'y a pas de correspondance et il va falloir commencer à faire une catégorisation de ces informations-là. Et si on est sur la modalité non-correspondance, à ce moment-là, il va y avoir une sollicitation du centre de traitement que Sokolov positionne au niveau de la formation réticulée. Et quand la formation réticulée va être active, à ce moment-là, on va engendrer une réponse. Alors, il appelle une réponse d'orientation, mais on pourrait penser à une réponse tout simplement. Donc, de ce côté-là, on est plus sur le côté sensibilisation, comme on a vu la dernière fois. Revenons à l'environnement et puis au stimulus. Si le stimulus revient une deuxième, une troisième, une énième fois et repasse par le registre sensoriel, il arrive toujours au comparateur. Et à ce moment-là, le comparateur va comparer, encore une fois, avec quelque chose qui est en mémoire. Mais comme le stimulus est revenu plusieurs fois, qu'il y a eu catégorisation, à ce moment-là, il va y avoir un concept qui va être bien établi en mémoire ou au moins partiellement établi en mémoire. Donc, dans ce cas-là, on va être dans le deuxième cas de figure, on va être dans la correspondance ou la correspondance partielle. Et à partir du moment où il va y avoir une correspondance plus ou moins partielle, à ce moment-là, ça va inhiber un petit peu la réponse. Donc, on n'aura plus vraiment la même amplitude de réponse, voire on n'aura plus de réponse du tout. Donc, l'intérêt de la théorie de Sokolov, comme je le disais, c'est d'en faire un modèle plus cognitif. Le côté plus négatif, c'est qu'il a positionné ces structures au niveau du système limbique, au niveau des lobes pariéto-temporaux pour la catégorisation, au niveau de la formation réticulée pour le centre de traitement, sauf que ça n'a jamais été démontré que la formation réticulée serait le centre de traitement, que le comparateur était dans le système limbique, etc. Donc, c'est une idée qui est très séduisante à la base parce qu'elle utilise des termes qu'on connaît bien, comme la mémoire, la conceptualisation, et ça, c'est des choses qui sont données à des organismes supérieurs comme les mammifères. Donc, c'est intéressant. Et si on suit la théorie, on voit que grâce au comparateur et au fait qu'on a une adéquation entre le stimulus et la mémoire, on a moins de réactivité. Donc, c'est un premier modèle cognitiviste qui semble intéressant. Le bémol là-dessus, c'est qu'on ne peut pas cautionner les localisations qu'il a données au niveau anatomique. On n'est pas sûr que le système limbique joue réellement le rôle de comparateur. La troisième et dernière théorie, évidemment, c'est la plus complexe, je l'ai gardée pour la fin, et c'est aussi celle qui est probablement la plus utilisée à l'heure actuelle. Une des raisons, c'est qu'elle est bien ficelée quand même, et la deuxième raison, c'est qu'elle peut expliquer l'habituation, mais elle peut également expliquer le conditionnement. Donc, c'est une théorie qu'on revoit après dans d'autres formes d'apprentissage. Donc, son explication semble plus large que les deux autres. Donc, c'est la théorie de Wagner ou du fonctionnement cognitif automatisé. Alors, là encore, on va faire appel à des modules cognitifs élaborés, notamment la mémoire, et l'intérêt ou
le côté un peu novateur de Wagner, c'est qu'il va utiliser non pas la mémoire de façon globale, mais il va utiliser les modules mnésiques, à savoir la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Donc, il va partir du traitement de l'information, comme on le connaît à l'époque et comme on le reconnaît maintenant, le registre sensoriel, comme je disais, l'entrée d'informations, la mémoire, le stockage des informations et le générateur de réponses pour pouvoir avoir une rétroaction comportementale dans l'environnement. Donc, j'ai fait une petite animation pour essayer de mieux comprendre. Et là encore, j'ai pris mes informations dans le livre de Doré Mercier. Alors, dans un premier temps, ça prend l'environnement et ça prend une première présentation de la stimulation. Donc là, on est dans la nouveauté, dans la première présentation. Qu'est-ce qui se passe selon le modèle de Wagner sur la première présentation? Rien de surprenant, ça passe par le registre sensoriel et ça arrive en mémoire, mais ça arrive en mémoire à court terme. Et la mémoire à court terme, comme son nom l'indique, étant à court terme, toute information n'est là que de passage et prête à être délogée par une autre information. Donc, pour que l'information reste en mémoire à court terme, il va y avoir une espèce de rabâchage mental, d'auto-répétition pour maintenir la représentation du stimulus, de la stimulation très active. Puisque la représentation est très active, elle va avoir un lien avec le générateur de réponse, mais elle va occasionner une réponse d'amplitude très importante. Parce qu'elle est très active, elle va donner une réponse très ample. Donc ça explique le côté de la sensibilisation qu'on voyait avec les autres théories, où on a dans un premier temps une augmentation de la réponse. Que va-t-il se passer lorsque la stimulation va être répétée, va revenir de façon régulière, redondante, puisque c'est finalement ce dont on a besoin pour avoir une habituation? À ce moment-là, on n'est plus à la première présentation, mais on est encore dans la mémoire à court terme. Et là, on se positionne, par exemple, dans une session d'acquisition où les essais sont consécutifs. Donc, 2, 3e essai, 2, 3e présentation. La stimulation, elle est quand même prise par le récepteur sensoriel, elle arrive en mémoire et elle va être représentée en mémoire. Mais sa représentation va être beaucoup moins active que la première présentation. On va parler de réactivation un petit peu du stimulus qui était déjà présent il y a quelques minutes, il y a quelques temps. Wagner et ses collaborateurs vont parler d'auto-amorçage. Donc, à partir de ce moment-là, encore une fois, la représentation, elle est active en mémoire à court terme, mais moins. Donc, elle est toujours reliée au générateur de réponse, mais l'amplitude de la réponse va diminuer. Puisque la représentation est moins active, on aurait, selon la théorie de Wagner, on aurait une amplitude de réponse beaucoup moins importante. Si on s'arrête là, on voit qu'on explique ce qu'on appelle l'habituation à court terme. Comme je le disais tout de suite, quand on fait des sessions d'apprentissage en habituation, on va avoir une première session avec des essais, un temps de latence, une deuxième session, un temps de latence, une troisième session. Alors, le temps de latence, il peut être d'1 heure, 2 heures, une journée, peu importe. Lorsqu'on a de façon récurrente, quand on présente de façon récurrente le stimulus et qu'on voit qu'on a une diminution de la réponse significative, on est tout à fait dans le cas de l'habituation à court terme. Maintenant, laissons passer, comme on avait vu un petit peu dans l'expérience avec les chinchillas, laissons passer 24 heures et reprenons les séances d'habituation. À ce moment-là, on a un laps de temps qui dépasse très largement la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Il faut donc faire intervenir une extension, si on veut, de la mémoire, ou en tout cas la mémoire à long terme. Donc, que va-t-il se passer quand le stimulus va arriver après un laps de temps? Il va y avoir eu, au fur et à mesure des présentations, il va forcément y avoir eu de l'information qui va passer en mémoire à long terme et qui va commencer à élaborer une représentation ou des représentations relatives à l'information. Alors, au départ, la représentation, elle est moins claire, moins détaillée, etc., mais elle est présente. Et quand le stimulus va arriver, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va aller en mémoire à court terme
et qu'il va y avoir un amorçage par récupération de la représentation. Et le fait que l'information soit amorcée par récupération va en faire une représentation moins active dans un premier temps, donc avec le générateur de réponse, et on aura une réponse relativement faible. Puis, quand on va continuer, l'amplitude de la réponse va continuer à diminuer jusqu'à éventuellement s'éteindre complètement. Et là, on a l'explication de l'habituation à long terme. Donc, c'est un petit peu de cette façon-là que Wagner explique la façon dont on peut avoir une habituation à court terme et une habituation à long terme, ce qui en fait, comme je vous le disais, un modèle plus large, plus explicatif et beaucoup plus prisé actuellement des chercheurs en apprentissage. Alors, je vous remercie d'avoir suivi la capsule. Je vous souhaite une bonne fin de journée et pour les étudiants, des bonnes révisions pour les quiz. Au revoir.